séance de ce soir, pour lequel d'abord merci à tous ceux qui sont là d'être là, et merci à tous ceux qui vont venir de venir. Merci à Hossein de nous accueillir. Va être consacré à un thème sur lequel en fait on a assez peu discuté, surtout sur le fond, où en général on s'arrête à des questions de droit assez formelles, vont être consacrés donc, à deux techniques qui sont bien distinctes, hein, qu'on va d'ailleurs physiquement distinguer parce qu'il va y avoir deux interventions précises, l'une sur la procréation médicalement assistée, qui est en fait une des formes de l'aide médicale à la procréation, et l'autre sur ce qu'on appelle la gestation pour autrui, qu'on appelle les mères porteuses, hein, le phénomène des mères porteuses. Alors pour intervenir sur ce sujet qui a beaucoup d'implications, qui n'est pas uniquement des implications sur le droit, on va parler mais énormément d'implications éthiques, hein, qui vont toucher vraiment au corpus de l'éthique. Nous avons avec nous Jocelyne Fildard et Marie-Joseph de Villers qui vont parler. Jocelyne, tu vas parler, je crois, sur la PMA, et ensuite Marie-Joseph interviendra sur la GPA. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci à la Société Louise Michel de nous inviter pour parler de ces sujets, et merci à vous toutes et tous d'être venus à ce débat. Et je salue particulièrement quelques copines du collectif national droits des femmes que je vois là au passage. Bien, donc je vais vous parler de la PMA. Je vais vous donner quand même des indications techniques, juridiques, avant d'entrer dans le débat. Bien, alors une petite introduction vers de nouveaux modes de parentalité. La famille traditionnelle, composée de papa, maman, bébé, longtemps modèle de référence, a perdu de sa suprématie. Les évolutions sociétales, les techniques de procréation ont créé de nouvelles formes de famille, de nouvelles parentalités. Famille recomposée via remariage, nouvelle union libre, famille monoparentale, personnes qui vivent seules avec un ou des enfants, souvent par choix, famille homoparentale qui adoptent, bon, puisque la loi Taubira sur le mariage permet l'adoption, ou qui ont recours à la PMA et à la GPA pour être parents, c'est ce qu'on va voir ce soir. Ainsi, du statut de père et mère biologique, de parenté directe, l'on peut, dans certains cas, au sein d'un couple, marié ou pas, exercer une parentalité en situation de beaux-parents ou de coparents, si on veut avoir des enfants et on ne veut pas vivre, partager un quotidien de couple. Alors, dans le cadre de l'homoparentalité, la coparentalité, ça peut être le fait d'un couple de lesbiennes, d'un couple gay, qui décide ensemble d'avoir un enfant. Donc, une des femmes du couple sera la mère biologique et un des hommes du couple sera le père biologique. Et l'enfant sera élevé par ces deux personnes et leurs conjoints respectifs. Mais ces couples vivent quand même séparément. Bien. Ainsi, de la triade père, mère, enfant, basée sur la différence de sexe, un homme, une femme, unis par le mariage, modèle incontournable pour avoir des enfants, ce modèle est bien dépassé. Nous assistons à un travail de réécriture des repères, à une sorte de bouleversement entre guillemets, des constellations familiales. Donc la PMA s'inscrit dans ce mouvement. Alors, qu'est-ce que la PMA? Le vocabulaire. La PMA, procréation médicalement assistée, recouvre un ensemble de techniques conçues pour répondre à l'infertilité. Si elle peut soigner socialement l'infertilité, elle ne la soigne pas, elle ne la guérit pas médicalement. Hein, c'est bien une différence à faire. Elle peut soigner socialement, mais pas médicalement. Ce n'est qu'une aide à la procréation. Dans le langage juridique et le langage médical, l'acronyme PMA est un terme inapproprié. On parle de AMP, c'est-à-dire d'assistance médicale à la procréation. Alors pour certaines, PMA et AMP sont des synonymes. Pour d'autres, assimiler les deux termes alimente la confusion. L'AMP, terme médical, serait là pour remédier
légalement à l'infertilité d'un couple hétérosexuel, mais ne peut pas concerner un couple homosexuel, puisque l'infertilité au sein de ces couples n'est pas pathologique, mais liée à la biologie. Enfin, c'est une vue essentialiste quelque part. Hein. Bon, donc, pour ces gens-là, la PMA aurait pour objet de créer un nouveau mode de reproduction afin de dépasser la biologie humaine. La PMA, donc, poserait un problème éthique. Il s'agirait de créer un droit à l'enfant et l'accès à la PMA entraînerait l'accès à la GPA. Bon, on le verra dans le débat probablement tout à l'heure, ça. Alors, pour les défenseurs de la GPA serait une PMA ou une AMP. Et donc, si on autorise l'accès à la procréation pour les couples de femmes, au nom de l'égalité, on doit autoriser l'accès à la procréation via la GPA aux couples d'hommes. Voilà. Alors, toutefois, nous militantes, nous différencions bien les deux sujets et pensons, comme l'ont écrit des féministes, que la GPA n'est pas une PMA au masculin. Puis nous préférons, comme cela se fait dans le débat public, parler de PMA, c'est-à-dire d'aide à la procréation, qui aide des femmes à accéder à la maternité, et non de l'AMP, qui pourrait faire référence à une technique médicale. Donc, les techniques concernant la PMA. Alors, la PMA est pratiquée par insémination, soit avec les gamètes venant du conjoint, dite IAC, insémination artificielle du conjoint, ou insémination intraconjugale, où on utilise les gamètes d'un donneur, IAD, lorsque l'homme du couple est stérile. Autre technique, la fécondation in vitro, la FIV, que l'on nomme familièrement les bébés éprouvettes. Technique impliquant l'ovocyte d'une femme et les spermatozoïdes d'un homme, ou un don d'ovocytes associé aux spermatozoïdes d'un homme. On met donc en contact l'ovocyte, les spermatozoïdes, hors utérus, in vitro, et on transfère ensuite l'embryon fécondé dans l'utérus de la femme. Deux dates clés à ce propos. En Angleterre, 1978, naissance de Louise, premier bébé éprouvette. En France, 1982, Amandine voit le jour sous les travaux du professeur René Friedman et son équipe. Autre technique utilisée proche de la FIV, l'injection intracytoplasmique. Attendez, parce que je n'ai pas ma suite là. Voilà. Alors, ISCI, alors on injecte un spermatozoïde unique dans l'utérus, à l'intérieur d'une ovule. Alors, il y a une autre technique qui est proche, où on sélectionne le spermatozoïde de meilleure qualité. Ça s'est utilisé en France et en Belgique quand l'ISCI a été un échec. Alors en France, le choix des critères génétiques ou le choix du sexe de l'enfant sont interdits. Alors ça serait possible avec la méthode Erickson qui permettrait la sélection de spermatozoïdes mâles ou femelles. Alors ce n'est pas permis chez nous, mais bien entendu aux États-Unis, c'est utilisé. On pourrait utiliser aussi, dans ce but, pour une FIV, le diagnostic pré-implantatoire. C'est interdit en Europe, sauf pour des raisons thérapeutiques. Il s'agit de sélectionner l'embryon le plus sain, mais on ne peut pas choisir le sexe de l'enfant, du moins c'est interdit. En 2015, les enfants nés de PMA légale en France représentaient 3,1% du total des naissances, c'est-à-dire soit 24 839 enfants sur 798 948 naissances, chiffre INSEE. Alors, l'encadrement juridique. Les lois bioéthiques de 1994, 2004, 2011 encadrent la PMA. La PMA est soumise à des règles strictes. Selon l'article L 2141-2 du Code de la santé publique, elle est accordée aux couples hétérosexuels, mariés ou vivants, c'est-à-dire que l'insémination post-mortem est interdite, et vivre en séparation de corps ou être en instance de divorce ne permet pas d'y accéder. Alors, le couple dont l'infertilité est médicalement constatée
Ça doit être une infertilité pathologique, et il y a 25% de cas où on ne trouve pas la cause de l'infertilité dans le couple. Alors, pour accéder à la PMA, pour éviter la transmission d'une maladie grave de l'enfant, c'est aussi une raison qui permet d'y avoir accès. En France, les tentatives légales de PMA sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie, sous les conditions suivantes. La femme doit être âgée de moins de 43 ans, le nombre maximum d'inséminations remboursées est de 6, et pour la fille, c'est 4. Alors, toutes les femmes n'ont pas accès à la PMA. Ce qui posent des questions et révèlent les incohérences de la loi. Alors, pourquoi toutes les femmes n'ont pas accès à la PMA? Veut-on les renvoyer à la norme du couple hétérosexuel ou les réprimer de sortir de cette norme? Est-ce une prise de pouvoir, une sorte de domination de leur corps? Attendez, je tourne les pages. Parce qu'on a des diapos et ça s'interdit. Alors, ou est-ce aussi une vue réactionnaire afin de sauvegarder la famille traditionnelle, chère aux conservateurs de tous bords? Vous savez comme moi, les dangers qu'il y a à ce qu'une femme élève, enfin qu'on élève un enfant sans père. Hein, mais on n'entend pas souvent parler des dangers qu'il y a lorsqu'un enfant est élevé sans mère. C'est vrai que c'est plus rare. Alors, dans ce registre, les lois bioéthiques qui définissent les limitations d'accès à la PMA s'inscrivent dans un contexte sociétal aujourd'hui dépassé. Les modèles familiaux ont évolué, on l'a vu en introduction, où se sont davantage informés. Par exemple, les familles monoparentales. En 2014, 23% des familles, étude INSEE, étaient des familles monoparentales, composées en grande majorité d'une mère et d'enfants. 80% étaient des femmes. Hein. Et sur l'ensemble des familles monoparentales, 15% en 2011 l'étaient à la suite d'une naissance chez une femme célibataire. Donc c'était bien par choix. Autre exemple, les familles homoparentales. Une enquête INSEE de 2012 révèle que 10 000 couples de même sexe vivent avec au moins un enfant et que 80% d'entre eux sont des couples de femmes. Dans ces couples, un enfant sur deux serait né de PMA. C'est une estimation, bien évidemment, puisque la PMA pour les couples lesbiens est un acte interdit, donc clandestin, donc on ne peut faire que des estimations. Alors, mais à la lumière de ces deux exemples, on peut penser que de ne pas reconnaître cette évolution de la famille, ne pas la prendre en compte, ne pas accorder l'accès à la PMA à toutes les femmes reste quand même un acte profondément conservateur. De plus, l'encadrement actuel est en porte-à-faux avec les dispositions via l'adoption. On accorde la parentalité donc aux femmes célibataires, elles peuvent adopter, hein, et aux couples homosexuels mariés, c'est dans la loi Taubira. Alors donc la loi reconnaît qu'une femme seule ou qu'un couple de femmes peut élever des enfants. Hein, il y a bien un problème là. Aussi, l'argument porté par certaines personnes qu'un enfant doit être élevé dans une famille très traditionnelle est ici obsolète. Non, ne m'en veuillez pas, mais j'en veux beaucoup aux conservateurs et aux réacs. Donc je les cite souvent. Alors on le voit, les lois actuelles qui encadrent la PMA renforcent une norme, instituent une hiérarchie des sexualités, nous ramènent vers une sorte d'hétérocentrisme. Elle est discriminatoire. Puis en plus, c'est dangereux, c'est un interdit dangereux. Ça pousse des femmes à une rencontre fortuite, avec risque de contamination, telles les MST, tel le sida, 6 000 contaminations par an au VIH en France, par an. Alors, ou bien on se débrouille entre amis, hein, ou alors on a accès à une insémination artisanale. Ça paraît être une bonne solution, la plus proche de la conception naturelle. Puisqu'il s'agit de réaliser, hors intervention médicale, en période d'ovulation, une simple injection de sperme avec une seringue. Le donneur doit être un homme
soit un homme de l'entourage ou quelqu'un comme ça par hasard qu'on a rencontré sur Internet ou ailleurs. Bon, alors vous comprenez les risques encourus pour les PMA légales via les CECOS, Centres d'études de conservation des œufs et du sperme. Des précautions sont prises, recherche éventuelle d'anomalies, réalisation d'enquêtes génétiques, dépistage des MST, enfin, et autre chose. Ici, rien de semblable. Il n'y a pas de législation précise concernant l'insémination artisanale, mais on peut considérer qu'elle est illégale puisqu'en France, seul le CECOS est autorisé à manipuler du sperme. Alors, pour réaliser une insémination artificielle, on peut aussi avoir recours à une banque de sperme. Alors, il y aurait, je dis bien il y aurait parce que c'est pas certain, plus de sécurité, des dépistages de MST ou autres, mais loi du marché oblige, ça a un coût. Cryos, l'une des plus grandes banques de sperme qui est au Danemark, livre un kit à domicile, selon que le don soit anonyme ou pas, il vous en coûtera environ entre 200 et 700 € hors taxe, plus les frais de livraison. L'insémination artisanale étant clandestine, nous ne connaissons pas le taux de réussite, mais paraît-il qu'il serait faible. Puis, à la suite d'échecs, à l'insémination artisanale, à la suite d'échecs, des femmes qui ont les moyens, qui ont mis beaucoup d'années à collecter les fonds nécessaires, vont vers l'étranger, vers l'Espagne, la Belgique, vers les Pays-Bas ou ailleurs. Il est difficile d'en connaître le nombre. Une étude réalisée par l'Académie nationale de médecine française dans 4 centres belges estime qu'en 2011 comme en 2012, 533 femmes françaises ont eu accès à une PMA en Belgique. C'est une démarche lourde, coûteuse. Il faut parfois 4 voire 5 injections ou plus jusqu'à réussite. Les associations qui accompagnent les couples lesbiens dans la démarche leur conseillent de prévoir un budget supérieur, bien supérieur à 10 000 €. De plus, pour les couples de femmes, se pose le problème de la reconnaissance du statut de la mère sociale. Puisque la PMA est interdite en France, la mère sociale est donc inexistante. Elle doit se lancer dans une longue et coûteuse procédure d'adoption dont l'issue positive est bien incertaine. Alors que pour une PMA légale, dans un couple hétéro, même s'il y a donneur, l'homme du couple infertile a la possibilité d'être reconnu le père de l'enfant. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Alors, à signaler, la Cour de cassation a reconnu l'adoption d'un enfant par la conjointe de sa mère dans un avis du 23 septembre 2014, sans fraude à la loi. Mais cet avis n'est pas contraignant. Alors, dans le cas où les couples de femmes auraient accès à la PMA, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes recommande d'instaurer la possibilité d'une déclaration commune anticipée de filiation faite devant notaire qui reconnaîtrait, excusez-moi, je suis sur le petit papier, indivisible le projet du couple, sans hiérarchie de mère biologique ou de mère sociale. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans... On a vu un petit peu pourquoi on pourrait accorder la PMA à toutes les femmes. Maintenant, on va voir un petit peu certains problèmes que ça peut poser. Alors, et les féministes dans tout cela? Différentes approches. Pour certaines, la revendication de l'accès à la PMA pour toutes les femmes va au-delà de l'égalité entre toutes les femmes. Il s'agit d'un droit que doit avoir chaque femme de disposer de son corps indépendamment de la mainmise de l'hétéropatriarcat, en dehors tout contrôle masculin. Ce serait la continuité des luttes des féministes des années 1970 qui revendiquaient l'accès pour toutes à la contraception et à l'IVG, donc la possibilité de pouvoir choisir sa maternité quand on le désirait. C'était ce qui était défini comme la libre disposition du corps. Alors, de femmes objets, états dans lesquels
lequel le patriarcat voulait les cantonner ont passé aux femmes sujets responsables de leur choix. Pour cette approche féministe, la famille homoparentale comme monoparentale permet de casser le modèle de la famille traditionnelle, redéfinissant les modalités de filiation et permettant de sortir des schémas normatifs. Autrement dit, l'accès à la PMA à toutes les femmes serait un acte éminemment subversif. Pour nous, CQFD, lesbiennes féministes, dont nous faisons partie, Catherine et nous deux, et pour certaines de nos partenaires féministes, nous ne considérons pas que l'accès à la PMA s'inscrive dans la continuité de la libre disposition du corps. La revendication de la libre disposition du corps est née dans un contexte bien précis. Avant les luttes pour l'accès à la contraception et à l'IVG, les femmes étaient là pour satisfaire le désir masculin, vous savez, le fameux devoir conjugal, et pour mettre des enfants au monde. C'était la mainmise du patriarcat sur le corps des femmes, puis ça existe encore, hein, ça n'a pas disparu. Donc, se battre pour la libre disposition du corps, c'était se battre pour une libération collective. Alors que revendiquer l'accès à la PMA, c'est plutôt répondre à un désir individuel. Pour d'autres féministes, le décryptage est tout autre. Après 1968, les luttes menées par les lesbiennes et les gays étaient des luttes émancipatrices. C'était le temps d'une véritable remise en question du système hétérosexuel et hétéropatriarcal. Lesbiennes et féministes se voulaient révolutionnaires, subversives. Elles s'identifiaient par des slogans du MLF comme « À bas la normalité sociale, cuivez-vous les femmes aux mâmes, aux marmots, aux machines, aux marmites ». C'est dire la résistance à la maternité et à la famille oppressante. Toutefois, au fil du temps, la subversion de ces années s'estompe. Les luttes émancipatrices laissent place pour certaines lesbiennes et certains gays au désir d'intégration dans la société telle qu'elle est. C'est vrai qu'il y a eu l'impact des années SIDA, mais on s'éloigne des revendications de libération collective des années mouvement. Les points de convergence entre féministes et gays éclatent. À présent, pour beaucoup d'homosexuels des deux sexes, on veut être comme tout le monde, se marier, avoir des enfants, avoir une famille. Donc on revendique l'accès à la PMA et à la GPA. Ainsi, de la revendication du droit à la différence des années 70, on passe à la revendication du droit à l'indifférence, des luttes émancipatrices et subversives, on passe au désir d'intégration. D'une volonté de libération collective, on passe à des intérêts individuels. Pour cet mouvement féministe, c'est vécu comme un retour en arrière et ça pose la question de l'injonction à la maternité. Donc on y vient, hein, vous savez, tu seras mère, ma fille, enfin la norme. Alors même si nous considérons que la demande d'accès à la PMA pour toutes les femmes est tout à fait légitime et que c'est une question d'égalité entre toutes, on peut se demander si elle ne renforce pas l'injonction sociale à la maternité qui pèse sur chacune d'entre nous. La pression est puissante. Une femme accomplie est une femme qui est mère. La maternité est l'incarnation suprême de la féminité. Être mère fait partie de l'identité des femmes. C'est la clé de l'équilibre. Les magazines féminins nous envoient des clichés de people au ventre rebondi, mais tellement épanouies qu'elles deviennent des référentes identitaires. Tout cela pèse sur notre histoire, sur notre mémoire collective de femmes, et s'inscrit dans les mentalités. Il y a comme un subtil conditionnement auquel ont participé discours et politiques natalistes de différentes époques, s'appuyant sur les ressorts d'un patriarcat insolent. Le désir d'enfant est une chose complexe et tabou. Est-ce le désir de transmettre son patrimoine génétique, une façon de se prolonger dans le temps ou autre raison, mais tout pousse à penser, du moins pour nous, tout pousse à penser que ce désir ne paraît pas inné mais construit. Fonder une famille redevient une norme. Choisir une vie sans enfant est un phénomène minoritaire. Ce serait 5%
de la population générale. Sur l'ensemble de 5%, 4,3% serait le fait de femmes et 6,3% le fait d'hommes. Alors, il y a d'autres questions qui se posent, et on va en poser deux parce qu'on est quand même prise par le temps. La PMA, on nous parle beaucoup, quand il y a les débats sur la PMA, de la possible pénurie des gamètes. Alors, je vais en dire quelques mots. Alors, l'accès à la PMA pour toutes, sujet qui est à la croisée des progrès technologiques, des questions sociétales, voire philosophiques, n'est pas sans poser certaines interrogations. On l'a compris, la PMA ne fait pas que de répondre à un désir d'enfant à tout prix, elle paraît répondre à une norme sociale qu'elle conforte au prix d'un lourd tribut que paient les femmes qui s'inscrivent dans cette démarche. Stimulation ovarienne, investissement physique, moral, mental, pour un moindre résultat. En 2015, sur 145 255 PMA, 24 839, soit 20%, ont donné lieu à une naissance, nous dit l'agence de biomédecine. Puis se pose le problème des ressources, qui à lui seul engendre des situations particulières. En France, pour des raisons d'éthique et biologique, risque de consanguinité, un donneur ne peut être père biologique, entre guillemets, ne peut pas être père biologique, entre guillemets, que de plus de 10 enfants. Actuellement, pour une PMA légale, un couple hétéro doit attendre 12, 15, voire 18 mois avant d'avoir accès à un don. On commence donc à manquer de gamètes. En 2015, 255 hommes ont donné leurs gamètes. Il en faudrait 300. En comparaison, 540 femmes ont donné les leurs. Il en faudrait 1400. Alors c'est vrai que de donner des ovocytes, c'est autre chose que donner du sperme. Hein. Il y a des traitements, c'est beaucoup plus difficile. Alors d'après le CECOS, ce serait dû à un manque d'information. Donc le CECOS a fait en 2017 une campagne de sensibilisation, mais on ne sait pas à ce jour ce que ça a vraiment donné. Alors on peut s'interroger, sans pour autant être réac, comment pallier une augmentation de demande d'accès à la PMA. La France n'est pas seule dans cette situation. Ici, le don de gamètes est gratuit en vertu de l'article 511-19 du Code pénal. Nous fonctionnons donc actuellement à flot tendu pour les gamètes masculines. À l'étranger, des pays se sont retrouvés dans la même situation de pénurie. En Belgique, par exemple, d'autant plus qu'en Belgique, c'est légal et que beaucoup de femmes vont vers la Belgique pour avoir accès à la PMA. En Belgique, par exemple, le don est gratuit, mais s'il n'y a pas de rémunération, il y a un dédommagement du donneur de 50 à 100 € par visite, voire plus. Alors, d'après certaines sources, le fait qu'il y ait dédommagement, ça ferait augmenter les dons, les gens qui viennent donner. Mais il y a tout de même pénurie de sperme en Belgique. Alors que fait la Belgique? Elle en achète 90% des gamètes utilisées pour une IAD sont achetées au Danemark, chez Cryos et Nordic Cryobank, banque privée. Cryo vend des centaines de milliers d'éprouvettes de sperme dans 50 pays. Ce n'est pas avoir un œil malveillant que de se dire que cela nous mène vers des risques de marchandisation. Par ailleurs, des personnes opposées à l'accès à la PMA pour toutes les femmes proposent qu'en cas de pénurie de gamètes, il y aurait sélection entre PMA pour des raisons thérapeutiques et PMA sociale. Alors cela paraît évidemment politiquement inacceptable et institue une hiérarchie des couples selon leur orientation sexuelle ou leur statut matrimonial. Alors, deuxième questionnement, l'anonymat du don lié à la recherche des origines pour les enfants nés de PMA. Dans une procédure de PMA, il y a la liberté de 3 personnes qui est mise en jeu, celle du donneur, celle de la receveuse de gamètes et celle de l'enfant né.
Le don est anonyme, ce qui veut dire que la receveuse ne saura pas qui est le donneur et vice-versa. Le donneur ne saura pas qui est la receveuse. Et si son don a donné lieu à une naissance, seule une nécessité thérapeutique pourrait faire lever l'anonymat. Ce sont les lois 94-654 et 94-653 du 29 juillet 1994. Mais anonymat du don, filiation et recherche des origines sont des sujets différents, certes, mais liés. L'anonymat ne permet pas de retrouver ses origines. Connaître ses origines est pour certains lié à la construction de l'identité. Mais lever l'anonymat pourrait avoir des conséquences, en conséquence, une baisse du nombre de dons, et pourrait dissuader d'avoir recours à un don de sperme, nous dit un ancien responsable du CECOS. C'est ce qui s'est passé en Suède, où des personnes ont renoncé à leurs parents, à leur projet parental, mais où beaucoup ont eu recours à une banque privée. Donc on retourne dans la marchandisation. En France, le débat sur l'anonymat et la recherche des origines fait rage, mais il s'appuie sur un registre émotionnel, voire compassionnel. Excusez-moi. La presse, vous vous en souvenez, la presse a largement diffusé l'histoire d'Arthur qui, par le biais d'un test ADN fait aux États-Unis, avait retrouvé son géniteur. Bon, ça c'est interdit en France. Alors pour en revenir à l'exemple de la Suède, premier pays qui a levé l'anonymat, très peu d'enfants ont souhaité retrouver leur donneur. Le docteur Jouannet, ex-responsable du CECOS de l'hôpital Cochin, qui a rencontré de nombreux adultes issus de PMA, explique que le fait de retrouver son géniteur est surtout lié à des difficultés d'ordre personnel, des problèmes relationnels avec les parents et aussi en fonction de la manière dont on a appris comment on a été conçu. L'importance serait que les parents gèrent cela en toute transparence, sans tabou, pour expliquer à l'enfant, entre guillemets, les secrets de sa conception. À ce propos, le professeur René Friedman pense que la prochaine révision de loi bioéthique, il faudra attaquer ce problème de front. Toutefois, il est primordial de respecter la liberté de chaque personne. La France pourrait peut-être adopter une procédure proche de celle de l'Angleterre. En Angleterre, les donneurs s'inscrivent sur un registre national et si l'enfant souhaite retrouver ses origines, il peut le faire en consultant ce registre. Par ailleurs, le ou la donneuse de gamètes a le droit à tout moment de faire opposition pour que son identité ne soit pas révélée. Dans d'autres cas, dans ce cas, la liberté des donneurs et receveurs est respectée, mais l'enfant qui n'aurait pas accès aux données ne serait-il pas lésé? L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dit que le droit de connaître ses origines relève de l'identité supérieure de l'enfant. On peut donc penser que dans un futur, que l'anonymat du don sera remis en cause. Alors maintenant, nos positions, pour terminer, nos positions CQFD lesbiennes féministes. Pourquoi une technique ouverte aux couples hétérosexuels ne serait pas ouverte aux couples lesbiens? Pourquoi une technique ouverte aux unes ne le serait pas aux autres? L'accès à la PMA pour toutes les femmes pose la question de déconstruction des normes, participe à l'abolition de l'hétérocentrisme et pose le principe d'égalité entre toutes les sexualités. Donc nous soutenons l'ouverture de la PMA à toutes les femmes au nom de l'égalité sans pour autant en faire la promotion. Nous disons ça existe, toutes les femmes doivent avoir accès aux mêmes droits, mais nous n'en faisons pas la promotion, nous ne portons pas particulièrement ce sujet. Alors nous aussi, nous voulons, alors quand nous disons que nous soutenons l'ouverture à la PMA, nous le disons sans que ce soit une incitation à la maternité. Toutefois, l'accès à la PMA pour toutes les femmes ne doit pas engendrer, au nom de l'égalité, l'ouverture à la GPA. Alors, une petite phrase pour conclure, de l'écrivain Francis Bossu. Un enfant, qu'est-ce donc? Un morceau d'amour égaré, un miroir,
une victime ou un signe du temps en marche. Voilà, merci de votre attention. Passons à l'autre sujet de la soirée, la GPA, la gestation pour autrui ou encore recours à des mères de substitution. C'est aussi un sujet auquel nous avons été beaucoup sensibles, nous autres de sécurité lesbienne féministe, parce que dans les années 2010, nous avons été confrontés au milieu LGBT qui est devenu tout à coup extrêmement revendicatif par rapport à la gestation pour autrui. Et nous avons vu des organisations LGBT, ne parlons pas de elles, mais des organisations plutôt gays, qui sont arrivées un petit peu dans les milieux LGBT à titre, comme un petit peu un lobby pro-GPA pour faire basculer le milieu LGBT vers la revendication systématique de la GPA pour les couples gays. Et donc c'est à ce moment-là que nous autres de CQFD Fierté Lesbienne alors avons dû en fait réfléchir à la question et puis essayer de prendre une position qui nous convienne à nous en tant que lesbiennes et en tant que féministes. Alors, 3 parties dans cette présentation. La GPA, comment ça fonctionne, juste un petit rappel pour nous remettre tous et toutes les idées au clair sur le sujet. Et puis, on fera un état des lieux de la GPA dans le monde, qu'est-ce qui se passe. Et puis, pour finir, sur le grand débat actuel de la GPA. Alors, le mécanisme de la GPA, il est résumé dans ce petit schéma. Alors tout d'abord, le terme de GPA, gestation pour autrui, c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui, or satisfait absolument personne, pour plusieurs raisons. D'abord, gestation, c'est un terme peut-être médical, mais qu'on retrouve plutôt dans le monde animal. Donc certaines préféreraient le terme de grossesse pour autrui. Mais quand on parle de grossesse pour autrui, c'est loin de refléter l'intégralité du processus. Parce que dans ce processus, tout commence avec, évidemment, le souhait de procréer, par ce biais-là, qui est une décision très très particulière. Ensuite vient la recherche des gamètes, en recherchant la donneuse d'ovocytes. Dans la GPA commerciale, on la recherche sur catalogue et on la choisit en fonction de ses caractéristiques physiques, intellectuelles et sociales. On recherche le donneur de sperme, et puis tout ça, l'extraction d'ovocytes est une opération extrêmement lourde. Dans une extraction d'ovocytes, donc il y a un traitement préalable, et ensuite on va extraire jusqu'à 20 à 30 ovocytes en une seule fois. Ensuite, donc, on va procéder à la fabrication du bébé éprouvette, comme disait Jocelyne, dans la FIV, et puis l'embryon sera transféré chez la mère porteuse qui va entamer donc sa grossesse pour aboutir à l'accouchement et puis à la production de cet enfant. Pendant toute cette période, on va avoir les parents d'intention qui vont suivre l'opération de près. Alors, en vert, la zone verte correspond aux opérations médicales, purement médicales, et tout le reste n'a rien de médical. Alors tout ça pour souligner qu'aujourd'hui, la gestation pour autrui est considérée comme une technique de procréation médicalement assistée. L'OMS retient parmi les techniques de procréation médicalement assistée la GPA, alors que la GPA, qui est un processus extrêmement long, n'a rien de médical. La FIV, certes, l'extraction d'ovocytes, certes, mais pas la GPA. Donc c'est déjà un appui de langage pour rendre plus scientifique et plus socialement acceptable cette pratique. Alors la GPA est interdite en France, vous le savez, il y a 2 principes fondamentaux qui font que la GPA est interdite. Le principe fondamental de non-patrimonialité du corps humain. L'autre principe qui est que la mère est la femme qui accouche. Et aussi une autre décision juridique introduite dans le Code civil qui est que toute convention qui porte sur la gestation pour autrui est nulle, est considérée comme nulle. Alors ces 2 principes fondamentaux font obstacle en France à la gestation pour autrui. Ce sont 2 verrous.
Ce sont deux verrous que les lobbies pro-GPA souhaitent faire sauter pour différentes raisons. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans notre recherche, la question qu'on s'est posée, c'est il y a des différentes positions vis-à-vis de la GPA, il y a différentes législations extrêmement variées quand on regarde ce qui se passe dans le monde. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'un pays va interdire la GPA, un autre va l'autoriser ou un autre va être totalement laxiste par rapport à ça? Donc, on s'est un petit peu penché sur les législations de tous les pays et les pratiques aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on en retire? Alors, en rouge, c'est un peu le code de la route, le code couleur des feux tricolores. Hein. En rouge, interdiction de la GPA. En jaune, réglementation de la GPA. On l'accepte, mais selon des règles et avec une législation qu'on dit encadrée. Et puis en vert, eh bien, tout est permis. La GPA, à la fois commerciale et altruiste est autorisée. Alors juste une question de terminologie ici, c'est que on va parler de GPA commerciale là où tout est permis et où les relations entre les parents d'intention, on parle de parents d'intention, et la gestatrice, avec pour intermédiaire des agences, des cliniques, tout un tas de corollaires induits par le marché. Ces relations vont être définies par contrat. On va parler de gestation, je vais mettre des guillemets partout, altruiste, réglementé, ou bien, il y a un troisième terme que j'oublie pour l'instant, éthique. Éthique. Guillemets, guillemets. On va parler de ce deuxième cas lorsque, en fait, la relation entre les partenaires de ce grand projet de fabrication d'un enfant ne sont pas des individus, ne fonctionnent pas selon un contrat, mais selon des règles légales. C'est la loi qui définit les relations entre tous ces intervenants. Entre la clinique, si quelle clinique il y a, quel est le niveau de rémunération qu'elle peut obtenir, entre les parents d'intention et la gestatrice. Est-ce que le transfert de filiation va se faire avant? Est-ce que le transfert de filiation entre la gestatrice et puis les parents d'intention va se faire après? Tout ça, c'est la loi qui va le définir. Sinon, c'est le contrat dans les pays verts. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite dans cette carte? C'est que la partie rouge, c'est le cœur de l'Europe. Alors, le cœur de l'Europe, où là, la gestation pour autrui est interdite par différentes techniques. On l'a vu en France, hein, on a deux verrous. D'autres pays utilisent d'autres techniques juridiques pour interdire la GPA. Par exemple, on va interdire la FIV. Si on va interdire à tout le milieu médical de pratiquer des FIV, donc des fécondations in vitro, s'il y a un projet d'abandon de l'enfant à la fin de la grossesse. Donc ça interdit d'entrée tout ce qui est GPA. Donc chacun va avoir dans sa législation des trucs pour interdire la GPA. Donc on voit bien ce cœur de la vieille Europe qui est plutôt vers l'interdiction. Et puis donc sur la carte, on voit donc les deux grosses zones vertes qui sont la Russie et les pays de l'ex-URSS, comme par exemple la Géorgie, l'Ukraine, qui sont là extrêmement permissifs et qui fonctionnent selon la GPA commerciale, où là les règles entre les parents d'intention et la gestatrice sont définies par contrat. Les États-Unis, où pratiquement 18 pays sur l'ensemble, 18 provinces, 18 pays, 18 États, merci. 18 États sur l'ensemble des États sont permissifs. Au Canada, on n'a que le Québec qui interdit la GPA. Tous les autres sont sur une GPA réglementée, donc on est sur la zone jaune. On a le cas de l'Asie, qui est le cas le plus intéressant, parce qu'on avait, avec l'Inde, le pays qui a forgé vraiment le marché de la GPA. La GPA, alors il a forgé le marché de la GPA, le marché low cost de la GPA, parce que les États-Unis sont un marché high cost, si on peut le dire, un marché chic de la GPA, tandis que l'Inde était, jusqu'à il y a quelques années, le marché low cost, puisque ça coûtait, le rapport était de 1 à 10 entre le coût d'une GPA aux États-Unis et le coût d'une GPA en Inde. Et puis progressivement, avec les abus, avec tout ce qui s'est passé en Inde,
tout ce qui s'est passé, enfin, je vous épargne les dérives. Le gouvernement a décidé progressivement de restreindre l'accès à la GPA. Déjà, premièrement, on interdit l'accès de la GPA en Inde aux étrangers, parce que c'est un marché international, la GPA. Ensuite, on va l'interdire aux couples de même sexe. Ensuite, on va l'interdire aussi aux personnes non mariées, donc on va la réserver aux couples. Et en ce moment, le débat, c'est on va la réserver aux personnes, aux couples qui sont mariés depuis 5 ans et qui, qui ont essayé pendant 5 ans la PMA et qui n'ont pas réussi. Donc ça fait 10 ans, enfin ça fait 5, voilà, ça fait beaucoup de temps. Et on va leur autoriser un nombre limité de GPA. Parce que aussi, dans les abus, j'ai oublié, dans les abus, ce qui a fait beaucoup réagir le gouvernement, c'est qu'ils se sont rendus compte que les femmes mères porteuses, à recruter comme mères porteuses, étaient fortement contraintes par contrat. Ça devenait un marché esclavagiste pratiquement. Et puis, il avait fallu en arriver à limiter, par exemple, le nombre de GPA par mère porteuse. On l'avait limité à 4. Ça veut dire que ça allait beaucoup plus loin. Mais l'Inde interdit progressivement, donc ferme sa frontière et interdit progressivement l'accès, réserve, je ne vais pas interdire parce qu'ils ne sont pas du tout en train d'interdire, ils sont en train de réglementer la GPA, la limiter à des cas bien précis, et à ce moment-là, toutes les cliniques qui étaient installées sur le territoire de l'Inde vont se déporter, où? Dans les pays voisins, au Népal. Alors au Népal, c'est aussi un cas intéressant parce que le Népal a choisi de développer la GPA internationale comme un marché apporteur de devises. Il a interdit que la GPA soit réalisée par des nationales, des femmes népalaises, mais autorisé à ce qu'on vienne sur son territoire pour pratiquer la GPA. C'est une source de devises considérable, et ce sont les Australiens et les Israéliens qui sont les clients de cette GPA. Et donc les cliniques qui étaient installées en Inde et qui pratiquaient la GPA se sont déportées sur le Népal, ont amené leurs mères porteuses et on en recruté dans les pays avoisinants, au Laos, au Vietnam. Donc le marché a bien marché jusqu'à un cataclysme en 2012. C'est un tremblement de terre ou, je ne sais pas, une chose physique dévastatrice, je ne sais plus si c'est un tremblement de terre, une éruption volcanique. Non, c'est tremblement de terre, merci, qui a complètement dévasté le pays. Et ce qui s'est passé, c'est que d'Israël sont arrivés des avions qui ont atterri là où c'était possible encore d'atterrir dans cette tourmente pour prendre quoi? Les enfants. Et en laissant sur le tarmac les mères porteuses, enfin les mères qui avaient accouché, qui n'étaient pas des Népalaises, puisque en fait elles venaient d'Inde, elles venaient du Vietnam, elles venaient du Cambodge. Ça a provoqué un scandale national, un scandale international, qui a immédiatement provoqué de la part du gouvernement népalais la fermeture définitive de l'accès à la GPA sur son territoire. Ça s'est déporté ensuite sur le Cambodge. Mais au Cambodge, ils se sont rendus compte qu'en fait, les cliniques de GPA et toute la pratique de la GPA monopolisaient les ressources médicales de telle sorte que en fait, les Cambodgiens avaient moins accès à des ressources médicales du fait de ce développement de ce marché qui utilisait les bonnes ressources. Donc eux aussi ont fermé. On a eu la Thaïlande aussi qui a fermé ses frontières à la GPA internationale pour des histoires de scandales, des histoires d'enfants qui ont été conçus mais abandonnés par les demandeurs sur le territoire thaïlandais. Enfin, il y a eu tout un tas de scandales. Alors on voit que dans les pays asiatiques, on passe d'une loi du marché sans limite à une réglementation de plus en plus contraignante pour réserver en fait la GPA à des cas bien déterminés. Voilà, alors derrière tout ça, quand on se pose la question, mais quelles sont les logiques qui sont derrière? En fait, on se rend compte, enfin j'essaie d'un petit peu de me faire une idée et puis de chercher quels sont les ressorts législatifs derrière toutes ces attitudes, hein, du libéralisme le plus total à l'interdiction absolue. On se rend compte, si vous voulez, que dans les pays de la vieille Europe, on a un souci d'égalité et un souci, la loi, le droit, est là pour protéger les citoyens de l'État, les protéger à égalité. Et donc la loi est quelque chose de protectrice.
En revanche, dans les pays où on réglemente, la loi, elle est là pour faciliter les relations entre les individus. Donc elle n'intervient que pour que pour intervenir lorsqu'il y a dérive. Le reste du temps, tout fonctionne bien, je n'interviens pas. Mais s'il se passe quelque chose, je veux que les relations entre mes citoyens et citoyennes se passent au mieux, donc je vais réglementer. Et puis évidemment, on a les pays du laisser-faire, qui sont les États-Unis, puis la Russie, qui là voit un marché se développer sans vergogne. Voilà. Alors le débat autour de la GPA. Alors les positions en présence. Les positions en présence, on a les pros. Alors quand je dis les pros, ce sont les pro-abolition universelle de la GPA. Voilà. Et il y a bien sûr les pro-GPA. Alors donc, du côté des pro-abolition de la GPA, on a deux catégories. Alors, des catégories qui interviennent sur le sujet avec des motivations totalement différentes. Évidemment, dans le premier groupe, dont on fait partie d'ailleurs, la motivation en faveur de l'abolition agrège des politiques de gauche, des organisations féministes et des droits humains, sur la question de la liberté, de l'égalité, de la justice sociale, du droit des femmes. Mais le deuxième groupe, dont le leader en France est bien sûr la Manif pour tous, bien qu'il utilise des arguments féministes en parlant de non-marchandisation du corps des femmes, agit lui au nom du respect de la femme, de l'imposition de la norme hétérosexuelle, et puis de la quasi-sacralisation de la fonction procréatrice de la mère. Alors du côté des pro-GPA, donc déjà en faveur de la légalisation de la GPA, du recours à la GPA, on trouve des courants libéraux avec leur porte-parole médiatique. Il y a eu le célèbre Pierre Berger, aujourd'hui décédé, qui disait que l'utérus des femmes c'est comme le muscle, hein, c'est fait pour travailler. Bon, évidemment, lui il était du côté de l'acheteur, alors il ne va pas faire dans le détail. Hein. C'est moins payé. Il y avait aussi les courants de pensée universitaires autour d'Irène Théry. Alors ces courants universitaires partent du principe que la GPA commerciale, c'est vraiment horrible. C'est l'esclavage, c'est quelque chose à éviter. Donc il faut réglementer. Donc pour ces courants-là, ils brandissent un peu l'épouvantail de la GPA commerciale pour utiliser le levier de la libération de la GPA sous un angle réglementé. Et puis bien sûr, on a les grands intéressés par la GPA, ce sont les acteurs du marché. Les juristes, les cliniques, le chiffre d'affaires, jusqu'à ce que l'Inde arrête, ferme ses frontières, le chiffre d'affaires réalisé en Inde par la GPA était colossal. Et ce que percevait la mère porteuse par rapport à ce que percevaient les intermédiaires était de l'ordre de 1 à 6. Elle recevait 10 000 lorsque les autres recevaient 50 000. Alors, une chose aussi, c'est que dans le courant d'Irène Théry, les universitaires, ils parlent beaucoup de GPA éthique. Alors, GPA éthique, ça serait pour eux d'éviter tout ce qui est commercial, parce que les échanges d'argent, c'est vraiment dégoûtant. Alors, surtout, que la mère porteuse ne soit pas payée. Qu'elle fasse ça à titre gratuit, par générosité, en fonction sur un concept de don. Parce que là aussi, habilement, on se raccroche à ce qu'on appelle on essaie de trouver des modèles qu'on transposerait. Donc on se raccroche par exemple au don d'organes. Le don d'organes est gratuit et ne défrise personne, si on peut dire. Et donc on va parler de don de gestation. La mère porteuse va faire un don de gestation. Et là, on oublie simplement une chose, c'est que quand on fait un don d'organes, c'est pour des raisons médicales, pour sauver la vie d'une personne. Quand on fait un don de gestation, ça n'a rien à voir avec sauver la vie d'une personne. Voilà. Donc c'est un petit peu un argument d'arnaque, enfin selon nous. Hein. Alors, en ce qui nous concerne, nous, notre organisation, évidemment, on est pour l'abolition universelle du recours à la GPA, parce qu'on est contre tous les systèmes d'exploitation. Alors là, je ferai une parenthèse, parce qu'il est bien clair que nous, on n'a absolument jamais
l'ombre d'une critique envers une mère porteuse, Oui. jamais l'ombre d'une critique envers un couple qui choisit cette option pour fabriquer un enfant, mais en revanche, nous sommes absolument opposés à ce système qui est un système d'exploitation, aussi bien que le système prostitutionnel. Alors nous sommes contre la marchandisation et l'instrumentalisation du corps des femmes, et contre l'exploitation des autres au nom de la liberté individuelle. Parce que le grand argument aussi qui est utilisé par les pro-GPA, c'est de dire mais ces femmes, ces mères porteuses, elles ont le droit de disposer de leur propre corps. Seulement ceux qui le disent, ce sont justement les pro-GPA, les parents d'intention, et puis ils évoquent cette liberté pour autrui. Parce qu'ils veulent se donner la liberté d'exploiter le corps d'autrui. Voilà comment on transforme la liberté individuelle en liberté d'exploiter le corps d'autrui, avec toute la question du consentement et puis de tout ce qu'on met autour. Et puis nous sommes évidemment pour une société respectueuse des individus où chacun et chacune puisse s'épanouir librement. Pour toutes ces raisons, ça fait depuis 2010 que nous nous battons un peu sur tous les terrains pour l'abolition universelle de la GPA. Et en ce moment, donc, avec 54 associations féministes, on est en train de bâtir en fait quelque chose qu'on voudrait être une coalition universelle pour l'abolition de la GPA, parce qu'aujourd'hui, la question de la GPA n'est pas nationale, elle est transfrontière. Donc si on n'aboutit pas à l'abolition universelle de la GPA, on ne va jamais arriver à rien du tout. Et donc on est en train de monter ce mouvement. On a des contacts, dans ce mouvement, on a des Québécoises, des Espagnoles, des Italiennes, des Suédoises, des Roumaines, et j'en oublie. Voilà. Ainsi que, en tout, ça fait à peu près 54 associations féministes et pour les droits humains, dont à peu près 8 à 10 qui sont d'autres pays. Et on a aussi des Indiennes qui sont impliquées dans ce mouvement-là. Voilà. Ce sera ma conclusion.